Je vais continuer sur ce que je vous ai dit tout à l'heure pour Michael Saylor, pour continuer un petit peu mon propos, mais j'en ai déjà dit quand même une bonne partie avant de reprendre quelques questions et vous laisser. En ce moment, donc, Michael Saylor, pour reprendre ce que j'ai dit en début de cette vidéo, est clairement en frenzy. Il achète à tour de bras avec des levées de fonds, donc avec des obligations convertibles en actions. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, je vous invite à revoir le début de cette vidéo. Je vous ai expliqué en détail ce qui se passait. Mais en gros, voilà, on a eu là dernièrement un achat de 2 milliards. Ensuite, on a eu là dernièrement 4,6 milliards d'achats et il a acheté à 88 627 dollars par Bitcoin. Il en a acheté 51 780. Ensuite, il a également aussi prévu d'acheter sur les 3 prochaines années l'équivalent de 42 milliards de dollars en Bitcoin. Donc ça, c'est un truc de fou. Et si vous regardez sur 3 ans, ça fait un DCA journalier de plusieurs dizaines de millions de dollars. D'accord. Donc là où peut-être certains d'entre vous font un DCA de quelques centaines ou quelques milliers d'euros par mois, voilà, lui, il va faire un DCA, ce qu'il a prévu en tout cas, de faire un DCA à plusieurs dizaines de millions de dollars sur les 3 prochaines années, sans compter ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, là, 4,6 milliards, ça a été l'un des plus gros achats qu'il avait effectué en plein bull run, en plus pour encore acheter le top. Et vous pouvez suivre en fait les DCA de MicroStrategy et de Michael Saylor au fur et à mesure du temps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous voyez que Saylor, en fait, bon, malgré le fait qu'il a quand même incité les gens à faire un peu tout et n'importe quoi sur le cycle précédent, c'est quelqu'un, en fait, un peu comme Nayib Bukele au Salvador, ils se prennent pas la tête, en fait, ils achètent le Bitcoin, peu importe ce qui se passe. Ils ont du cash, ils achètent. Ils lèvent de fonds, ils achètent. Alors, c'est des effets de levier sur effet de levier sur effet de levier, évidemment, avec tous les risques qui sont liés à ça. Mais vous voyez qu'en fait, chaque point vert, c'est des achats de Bitcoin par Michael Saylor. Et vous mettez sur le point, vous voyez qu'ici, voilà, il en a acheté. Il a acheté 7000 de Bitcoin. Là, il en a acheté 480. Là, il en a acheté 2500, etc., etc. Et vous voyez qu'en fait, il en achète régulièrement. Et aujourd'hui, il est très, très, très largement en positif. Si vous regardez, là, il est à un peu plus de 14 milliards de plus-value sur son bag, ce qui est énorme. Et ça prouve quelque chose, c'est que le DCA, il est super important. Et lui, sa vision, c'était ce que je vous avais expliqué, sa vision, c'est vraiment d'être, entre guillemets, la banque 2.0 pour les actifs numériques, y compris sur le Bitcoin. Il a pour objectif de créer tout un tas de produits, un peu comme ce qu'avait fait Celsius, en fait, du lending, du borrowing, du market making et tout. En fait, il veut devenir le hub crypto Bitcoin, la plus grosse banque du monde de prêtage, de prêts et d'emprunts de crypto au monde. Et d'ailleurs, il avait expliqué même sur une interview avec Saif Dinamous, qui est le créateur et celui qui a écrit l'étalon Bitcoin, que vous connaissez sans doute. Et il expliquait que lui, en fait, tous ces bitcoins, en fait, il les prêtait à des grosses banques, donc Goldman Sachs, JP Morgan, etc., en échange d'un taux d'intérêt. On sait en général comment ça se termine. Donc lui, il fait des effets de levier sur effets de levier sur effets de levier. Et en plus, ces bitcoins, il les prête en échange d'un taux d'intérêt, avec tous les risques de contrepartie qui sont liés à ça. Donc vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Et derrière, je vais vous poser une autre question. Vous allez me dire ce que j'aimerais bien avoir votre réponse. D'après vous, combien MicroStrategy détient dans ses coffres de Bitcoin. Vraiment, en nom propre. Parce que par exemple, vous, si vous achetez du Bitcoin, de l'Ether ou peu importe, on vous invite à gérer vos propres cryptos. C'est ce qu'on vous apprend sur Crypto Investisseur. Dans notre programme, on vous permet de devenir autonome, indépendant, mais on remet en main vraiment le self-custody, la protection des actifs numériques. On évite tous les intermédiaires et vous gérez vos propres cryptos. D'ailleurs, pour tous ceux que ça intéresse, vous avez le lien dans la barre d'infos. Évitez de faire des conneries en bull run. Prenez le temps de vous former, c'est super important. Je vous pose la question, du coup, d'après vous, sur les 300 000 bitcoins, plus de 300 000, 331 200 bitcoins qu'a MicroStrategy, est censé avoir MicroStrategy, combien de bitcoins vraiment ils détiennent en nom propre? Comment ça se passe aujourd'hui chez eux? D'après vous, ils détiennent vraiment combien de bitcoins et combien de crypto? Je vais juste regarder les commentaires pour voir ce que vous en pensez. J'attends vos réponses, les gars. Je vais en profiter pour boire un peu d'eau.
Alors, il y en a qui disent 30 000. Pépinou qui dit 0. Les autres, vous en pensez quoi? 5%. 5% pour P2R. Qui dit mieux? Je vous rappelle aussi de ce qu'a dit Saylor à un moment donné. Il est revenu sur ses propos, mais de dire que le self-custody n'était pas trop pour, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, la position qu'il a, bon, il ne peut pas se permettre de dire trop de choses. Il y en a qui disent 50K, 450 000. Je pense que tu t'es trompé d'un zéro parce qu'ils n'ont même pas 450 000 bitcoins. Bon, la réponse, c'est 0. Ils ont 0 bitcoin en fait en nom propre. Le custody, c'est Coinbase. C'est que Coinbase qui détient les bitcoins aujourd'hui de MicroStrategy, tout comme BlackRock. Aujourd'hui, qui détient les bitcoins de BlackRock? C'est Coinbase. D'accord? Et moi, ça m'interroge. En fait, je me dis, bon, Coinbase, c'est l'une des rares plateformes quand même crypto qui ont eu très peu de problèmes. Jusqu'à maintenant, il y a eu quelques petits hacks de données, mais globalement, ça reste assez clean. En termes de fonctionnement, il n'y a pas eu des gros hacks majeurs comme ce qu'on avait pu avoir même sur Binance. Binance s'est déjà fait hacker plusieurs fois. Les utilisateurs n'ont pas perdu d'argent parce qu'ils génèrent tellement de cash, ils ont pu renflouer les caisses. Mais le truc de fou que je me dis, c'est qu'en fait, là, ils font effet de levier, sur effet de levier, sur effet de levier, sur effet de levier, tant que le Bitcoin monte, ça marche. Si le jour où Coinbase a un problème, parce qu'on n'est pas à l'abri, hein, moi j'aime bien faire des scénarios comme ça. Ça veut dire que les grosses boîtes qui l'utilisent comme custody, la plupart des ETF, BlackRock, pas Fidelity. Fidelity, je crois que c'est la seule entité qui utilise, qui est son propre custodial. En fait, c'est Fidelity garde chez eux les bitcoins qui sont censés garantir l'émission des différentes parts d'ETF. Tous les autres, le custody, c'est Coinbase. Michael Saylor, avec MicroStrategy, détient aucun bitcoin en nom propre. C'est que Coinbase. Donc si demain, j'en sais rien, c'est peut-être pas la même réglementation pour les particuliers que pour les professionnels, j'en sais rien, vous me direz ce que vous en pensez. Et est-ce que pour vous, c'est une bonne chose? J'ai pas de réponse à ça, hein, d'accord, hein, mais de faire effet de levier sur effet de levier sur effet de levier, pour avoir pour objectif non pas de détenir les bitcoins en nom propre, en self-custody, puis il y a peut-être d'autres contraintes aussi en tant qu'entreprise de faire du self-custody, surtout quand on a 331 000. Je pense que c'est un peu plus compliqué. Puis je pense qu'il y a des garanties aussi. Il y a peut-être des assurances chez Coinbase que ce qu'on ne peut pas avoir peut-être quand on est chez MicroStrategy. Mais bon, moi, vous voyez, je suis quand même assez dubitatif sur ce genre de truc. Et à chaque fois qu'on a des boîtes qui font ça, qui ont des bitcoins, pas en nom propre, qui les prêtent, qui peut-être ces autres boîtes vont les reprêter, etc., en général, ça se finit mal. C'est pas dit que ça se finira mal pour MicroStrategy, mais bon, c'est pas forcément un truc où je me dis c'est ultra positif, quoi. Moi, je reste quand même très dubitatif. Je vais continuer rapidement sur mon propos, puis après je reprendrai quelques questions. Donc là, vous avez le DCA en fait de Michael Saylor depuis le départ, et vous voyez qu'en fait la puissance du DCA depuis le départ, c'est qu'en fait vous pouvez acheter le top des cycles précédents si vous êtes régulier et que vous lissez votre prix d'achat à la baisse parce que la volatilité dans tous les cas elle sera présente. Sur le long terme, vous êtes positif. Vous voyez que là sur ce site Bitcoin Treasuries, vous voyez qu'en fait les gains, enfin l'accumulation de BTC de la part de MicroStrategy n'a pas arrêté d'augmenter depuis le départ et pour moi, elle n'est pas encore amenée à s'arrêter immédiatement. Vous voyez là les achats de Bitcoin depuis le, le lancement de cette initiative par Michael Saylor. Et il y a un site qui est vraiment pas mal, qui vous permet de faire l'équivalent du DCA en fait sur Bitcoin et de faire des pronostics pour vous. Quand je vous dis que le DCA en fait sur Bitcoin, historiquement parlant, ça a été extrêmement positif et qu'il n'y a pas eu un moment dans l'histoire, même si vous avez acheté le top d'un cycle, si vous avez continué de faire un DCA, donc d'acheter régulièrement du Bitcoin sur une période de 4 ans, peu importe même si vous avez acheté le plus haut du cycle, si vous avez acheté tous les mois pendant 4 ans, il n'y a pas eu un exemple dans l'histoire où vous étiez en négatif. Et vous pouvez faire des tests. Hein. Là, par exemple, vous achetez, 300 balles par mois du Bitcoin, hop, en monthly, on va en accumuler pendant 4 ans. On a commencé il y a 4 ans. Hop. Et là, vous voyez,
février 2021. Donc, vous voyez, vous avez une courbe en fait qui a très largement augmenté. Vous avez une pourcentage d'augmentation. Vous avez doublé votre capital aujourd'hui. Et vous pouvez revenir. Hein, vous pouvez dire, OK, euh, j'en ai accumulé pendant 3 ans. On va essayer de trouver le top du cycle précédent. Et j'ai commencé il y a 3 ans. Voilà. Là, ça a été fin d'année 2021. Alors, c'était pas tout à fait le top du cycle du BTC. On va peut-être mettre un peu il y a 2 ans. Non, 2 ans, ça va pas. Hop, 3 ans. Ouais, 3 ans. Vous voyez, en fait, vous pouvez acheter le top du cycle. En fait, vous vous rendez compte que si vous faites un DCA régulièrement sur une période de bear market, et même si vous avez acheté au top, vous êtes en positif. C'est un outil qui est super puissant pour ça. Et en fait, c'est là où vous vous rendez compte que la majorité des gens qui investissent en crypto, et même des fois certaines personnes qui investissent depuis moi, j'en ai rencontré des gens qui investissent depuis 8 ans, 10 ans en crypto. Les mecs, ils n'ont pas gagné une thune. Parce qu'en fait, chaque cycle, ils ne veulent pas acheter du BTC, ou alors ils time très mal le marché, ou alors ils veulent toujours acheter le prochain projet en vogue, machin. Ils n'arrivent pas à prendre des bénéfices. Alors que s'ils avaient juste fait du DCA sur le Bitcoin sur une période de 4 ans sans se prendre la tête, ils seraient en positif et ils auraient gagné de l'argent. Historiquement parlant, c'est la stratégie que fait en fait Michael Saylor sous stéroïdes, clairement sous stéroïdes, avec des effets de levier, ce que je vous encourage évidemment pas à faire. Mais pour vous, vous voyez que c'est quelque chose qui a été très largement faisable. Et d'autant plus si vous mixez ça avec la alt season, avec de l'Ether, etc., etc. Ce qu'on fait aussi sur notre programme d'accompagnement. Sur notre programme d'accompagnement, on vous accompagne durant tout le bull, tout le bear. On vous présente ce qu'on fait avec Mickaël à l'instant T. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous cliquez dessus. Vous allez être redirigé sur une page avec une vidéo de présentation qui vous présentera en détail un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur et ce que vous pouvez retrouver sur le programme d'accompagnement. Mais si aujourd'hui vous êtes perdu, vous voulez vous lancer en crypto, vous avez envie d'investir, vous ne savez pas comment ça marche, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas vous protéger vos cryptos, vous êtes toujours sur de l'émotionnel à 100%, vous vous dites je vais vendre cet actif qui n'a pas sous-performé pour acheter celui-ci qui a surperformé et tout. Là, c'est le meilleur cocktail pour faire n'importe quoi. Donc, soit vous prenez le temps de vous former, soit vous préparez le plus rapidement possible parce qu'il y a des choses qui se passent en ce moment. Et là, il ne vous reste pas énormément de temps pour vous préparer vraiment pour le mieux sur ce qui va suivre là, sur la suite du cycle, sur le début de l'année 2025 et sur la suite de l'année 2025. Ça ne sera pas sur mars, avril, mai 2025 qu'il faudra dire quel altcoin il faut que j'achète. Là, globalement, ça sera trop tard. Donc, n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. Vous avez Crypto Investisseur dans la barre d'infos et le programme d'accompagnement avec à chaque fois une vidéo explicative pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais nous, pour vous donner un ordre d'idée, le programme d'accompagnement et ce bull run, ça fait plus de 3 ans qu'on le prépare. Voilà, évidemment qu'on est prêt. La stratégie de sortie est prête, les projets qu'on a en portefeuille, qu'on continue encore d'accumuler aujourd'hui, c'est prêt, on a notre stratégie en place, on a tout en place, quoi. Donc, soit vous venez juste d'arriver, vous dites: «OK, je ne sais pas trop quoi faire et tout», et dans ce cas-là, il va falloir rapidement mettre les choses en place. Soit si vous voulez gagner du temps, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je pense que ça vous aidera énormément. Je vais prendre quelques questions les gars encore et après je vais devoir vous laisser. Néméo qui dit: «J'aimerais pivoter un peu de BTC vers l'Ether pour essayer d'augmenter mes performances, mais Ether BTC tire vraiment la gueule». C'est clair, aujourd'hui, clairement, il tire la gueule, mais jusqu'à quand? Et en général, quand ça tire la gueule et quand tout le monde s'y désintéresse, c'est le meilleur moment pour pouvoir en avoir. Après, tu peux très bien faire entre guillemets, si c'est ce que tu veux faire. Je t'encourage à rien faire du tout. C'est toi qui gères ton risque. Mais si c'est ce que tu as envie de faire, pourquoi pas faire un DCA, tu vois, assez régulier là sur les prochaines semaines, prochains mois, d'une partie de tes bitcoins sur de l'Ether. Comme ça, si la parité, si la dominance du Bitcoin continue encore d'augmenter et que la dominance de l'Ether continue encore de diminuer, tu augmentes encore plus ton bag d'Ether et tu te protèges, tu vois. Mais pour moi, pivoter une partie de ce qu'on a fait en gain en BTC, et surtout si vous avez eu l'occasion d'en acheter comme nous assez tôt à 16 000, 17 000, 18 000 dollars, comme ce qu'on vous avait dit sur 2022-2023, vous l'avez dit même en live sur YouTube, vous pouvez, je pense, commencer à prendre soit des bénéfices, soit commencer à en transformer une partie sur de l'Ether, si c'est ce que vous souhaitez faire. Néméo qui dit: «Je pense qu'on va avoir un Terra Luna sur BTC, on va pouvoir s'en racheter à 23K, ça va être un régal». Alors peut-être pas un Terra Luna, mais en fait, ouais, alors 23K, ça paraît quand même peu, mais c'est pas impossible. Et tous ceux qui vous disent: «Le Bitcoin, il descendra jamais en dessous de 50 000, 60 000 $», moi, avoir un Bitcoin au prochain cycle à entre 35 000 et 40 000 balles, ça m'étonnerait pas. Donc en fait, tous les Bitcoins que vous achetez aujourd'hui là, à 91 000, 92 000, 93 000,
On peut revenir dans 2 ans, 3 ans. À mon avis, il ne sera pas à ce prix-là. À mon avis, il sera en dessous. Je suis prêt à faire un pari sur ce truc-là, hein. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez, les gars, hein. Mais je suis pas convaincu qu'on a atteint le top sur le BTC, absolument pas. Je pense qu'on peut aller monter les 100 plaques, évidemment, on va, à mon avis, les atteindre, vu comment c'est parti. Peut-être même d'ici cette fin d'année. Aller chercher les 110, 120, 130, 150, pourquoi pas. 200 000, je suis bien dubitatif. 300 000, j'y crois pas. Mais entre 100, 130, 150 000, c'est possible sur le Bitcoin, sur ce cycle. Et avoir un Bitcoin à 150 000, forcément, il y aura une correction. Et avoir une correction entre 60, 70, 75%, comme ce qu'on a eu historiquement parlant, pour moi, ça reste dans le tableau. Ça peut même aller beaucoup plus loin si c'est ce que tu dis, Néméo, si en fait on a un effet boule de neige, un effet cascade, tu as un Luna ou des grosses boîtes qui font faillite, ça peut être un MicroStrategy hein, qui fait faillite, hein, ça peut être une autre boîte, peu importe. Hein. On n'est pas à l'abri de quelque chose qu'on ne connaît pas. Je vous rappelle quand même qu'aussi, on a été à ça d'un Black Swan en crypto. Hein. Quand il y a eu l'attentat contre Trump pour pouvoir l'assassiner, la balle, elle est passée à ça de sa tête. Ça a touché l'oreille. Si Trump avait été tué pendant l'assassinat, pendant l'attentat, s'il avait été tué et pas juste blessé à l'oreille, je vous laisse imaginer les répercussions que ça aurait eu sur les marchés financiers. Là, il y avait un mème qui passait, c'est en gros la tête qui tourne un petit peu, c'est en mode on a le bull run, on tourne pas la tête, c'est la guerre civile. Et un gros bear market, grosse bougie rouge sur le marché crypto, sur les marchés tradis, voilà. Et en fait, des fois, on est à rien. On est à rien de soit d'une augmentation de prix, soit d'une grosse baisse, d'une news ou d'un truc. Ça change pas la dynamique de fond, encore une fois, mais vous voyez, en fait, il y a tout qui peut changer très rapidement. Et pour moi, avoir, comme tu dis, une mauvaise nouvelle, un gros truc en fait qui arrive, une grosse boîte qui fait faillite, un gros problème comme ce qu'on avait eu sur chaque cycle. En fait, sur chaque cycle, on a des grosses mauvaises nouvelles qui arrivent. Pour moi, ça arrivera aussi sur ce cycle-là. Et si en plus on a des effets de levier, on peut avoir des liquidations en cascade. Des liquidations en cascade avec des effets de levier, surtout si ça monte très très haut, ça peut aller très très bas. Et alors, aller chercher les 23K, franchement, j'y crois pas. Mais si ça arrive, je suis comme toi. Hein, c'est un truc là, c'est un régal. Hein. C'est un régal complet. Faudra y aller dessus. Mais moi, en tout cas, le bottom que je vois sur le cycle d'après, en fonction de ce que fera le BTC, c'est, tu vois, un prix entre 40 000, 45 000, tu vois. Allez, entre 35 000 et 45 000, tu vois. Moi, je le vois à peu près sur ces prix-là. 35 000, j'y crois pas trop, mais entre 40 et 45 000, c'est à peu près là que je vois ce truc-là. Si par contre, il monte à, je sais pas, 110 000 et qu'après il corrige, bah peut-être que là, avec la puissance acheteuse qu'on a, peut-être qu'on corrigera un petit peu moins. Donc peut-être qu'on sera peut-être pas à 45 000, on sera peut-être à 50 000, tu vois. Mais bon, on verra. On verra ce qui peut se passer, mais pour moi, il y aura une correction dans tous les cas. Et ouais, ça fait flipper. Ça fait flipper, mais vous voyez, en fait, j'ai l'impression que les gens, ils se posent pas la question. C'est qu'en fait, quand tu vois le truc, tu te dis, c'est effet de levier. Sur effet de levier, Saylor, il détient aucun Bitcoin. Enfin, en tout cas, la MicroStrategy, sa boîte détient aucun Bitcoin en nom propre. En plus, ces Bitcoins sont prêtés à des institutions pour un taux d'échange à 5%. Il utilise les rendements Bitcoin pour relever des nouvelles, enfin, remettre en circulation des nouvelles actions, etc., etc. On verra ce que ça donnera. Hein. C'est un peu unique hein, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui pour le cas du Bitcoin, mais des personnes qui ont fait des trucs comme ça, des effets de levier sur la période de 2020 avec l'explosion de la bulle Internet, il y en a eu plein. Hein. D'accord hein. Et en général, ça ne s'est pas très très bien terminé. Alors ça finit toujours mal, ou en général, ça finit quand même plutôt mal. Donc on verra. On verra les gars. Parce que je sais que souvent, après, on nous dit on est des haters, on voit toujours le mal partout, mais bon. C'est mon avis là-dessus. Et puis là, imaginez, hein, si demain, on arrive à un seuil de liquidation où MicroStrategy ne peut plus acheter, ne peut plus lever de fonds, et est obligé de vendre ses bitcoins, imaginez l'impact que ça a. C'est-à-dire qu'on sera, à mon avis, dans des niveaux de prix très bas, où tu es obligé de vendre, un peu comme ce qu'a fait le gouvernement allemand là, pour les 50 000 bitcoins qu'ils avaient eu, parce qu'il y a une procédure juridique et ils ne peuvent pas vendre. Enfin, ils ont un délai en fait pour vendre. Et ils ont perdu 1,1 milliard de plus-value s'ils avaient attendu quelques mois de plus. Mais juridiquement parlant et réglementairement parlant, ils ne peuvent pas se permettre de le faire parce que ils sont obligés de vendre à certaines périodes. Euh, et là, en fait, si on est dans un moment où on est obligé de vendre, en général, c'est que le prix est relativement bas. Et là, ça fait très mal. Parce que, vous voyez, hein, le MTGOX, c'était quand même 800 000 bitcoins. C'est quand même une épée de Damoclès.
qui est super élevé. Tout comme le wallet de Satoshi. Tout le monde dit que Satoshi, bon, on ne sait pas qui c'est, si c'est un homme, une femme, un groupe d'individus, et cetera. Jusqu'à maintenant, ça a été net acheteur et net holder avec 1,1 million de bitcoin. Je peux vous assurer que demain, si on commence à avoir un mouvement sur le wallet de Satoshi et rien qu'un mouvement, vous allez voir des bougies rouges qui vont arriver de partout. Et si on commence à avoir le wallet de Satoshi qui commence à vendre, là, vous verrez. Et là, à mon avis, la dimension ne sera plus du tout pareille. Donc, c'est des scénarios qui sont peut-être pas probables à 100%, j'en sais rien. Mais j'aime bien me préparer à toutes les éventualités. Et faites vraiment attention à tous ceux qui vont vous dire cette fois-ci, ça sera différent parce que voilà, là, il est acheteur, il est acheteur, il est acheteur. Des boîtes qui ont été acheteurs pendant des années du BTC, qui après ont avalé la grenouille et qui ont dû vendre parce que ils n'avaient plus le choix en fait. Des entreprises centralisées qui ont vendu justement parce qu'ils n'ont pas géré leurs risques, parce qu'ils ont prêté leur crypto, parce que les intermédiaires à qui ils ont prêté leur crypto n'ont pas voulu leur rendre leur argent, parce qu'ils ont pris des risques démesurés, etc. On a des exemples comme ça, mais des centaines d'exemples en crypto, mais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourquoi cette fois-ci, ça serait différent? Parce que c'est Coinbase qui est le custodian? Alors peut-être. Moi, j'y crois moyennement quand même, hein. Donc on verra. P2R qui dit: «Prochain cycle, je deviens Bitcoin maxi, j'ai besoin de repos». Ouais, c'est ça. En fait, quand tu commences à avoir, subi un cycle, 2 cycles, la volatilité que tu as sur les trucs et quand tu vois surtout que le Bitcoin qui a des dominantes super importantes par rapport aux alts, tu te dis à un moment donné: «Ouais, si tu es full alt, avoir du BTC en portefeuille, c'est plutôt important, quoi». Quand MicroStratégie, les institutionnels vont pas Nixel, ça va être marrant. Bah ouais, à condition que tu te sois bien placé aussi. Mais oui, oui, mais on verra, hein. On verra comment ça va se passer, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas un scénario qui est hors de propos.